Bonjour, petit exposé dont le propos est d'interroger l'homéostasie. Comment se fait-il que beaucoup de personnes s'attachent à une vision du monde erronée, enfin qui ne correspond pas à la réalité, au point d'en être quasiment des militants. Comment se fait-il que des scientifiques, même brillants et renommés, achoppent pour envisager la théorie suivante? Euh, Quel est donc ce mécanisme psychologique, donc l'approche sera clinique, qui rétrécit la vision au point de nous enfermer dans une structure incestueuse, au sens de l'inceste focal, et nous empêche d'être poreux à l'altérité. J'ai évidemment dit, et ça ne vous surprendra pas, le texte d'Aristote, Toon, Negeta et Polakos, l'être se dit de manière multiple. Quand il devient univoque, nous ne sommes pas loin de l'intégrisme et de la fameuse homéostasie. Voilà. Alors, nous allons commencer par la Genèse. Alors, vous savez que j'ai tendance à chercher des schèmes anthropologiques archaïques et que j'ai une confiance mitigée, c'est le moins qu'on puisse dire, pour tout ce qui est synchronique et les effets de mode. Donc, si homéostasie il y a, on doit en trouver des traces dans les mythes archaïques, et là, c'est la Genèse qui m'intéresse. C'est donc évidemment Genèse 4, 3, 5, le, le conflit entre Caïn et Abel. Donc pour mémoire, Abel est berger et Caïn est cultivateur. Et ce qui est intéressant, attendez, je vais décaler un peu l'écran. Voilà, je disparaît un peu, mais c'est pas bien grave. Voilà. Et Caïn cultivateur, et Dieu ne fait pas attention à Caïn ni à son offrande. Et c'est de là que vient le fameux crime de Caïn contre Abel. En même temps, ça renseigne sur ce qu'est une fratrie, c'est un autre sujet déjà abordé ailleurs, sur la fratrie et le double sens de fratrie, lien au sens de lien qui mobilise et lien qui relie. Enfin bon, allez voir si vous avez oublié. Ce qui est intéressant, c'est que Caïn tue Abel euh, pour aussitôt le punir, puisque Caïn, c'est donc la deuxième, le deuxième passage où on parle de ces deux jeunes gens. Il est puni, donc il est exclu de la face de Dieu, et il est amené à créer une ville. Autrement dit, l'un, berger, tire plutôt du côté du changement, du nomadisme, et l'autre plutôt du sédentaire. Et que signifie, un, le fait que Dieu accepte davantage les fruits de l'un et pas de l'autre, et pourquoi pour autant il condamne Caïn. Donc voilà. Et il me semble que nous sommes au cœur de cette problématique. Alors, gardez ça en tête. Donc, la problématique générale, c'est bel et bien l'homéostasie, avec le fait que le sapiens, l'homo sapiens, il se définit par rapport à d'autres espèces animales et voire même en partie humaines comme étant particulièrement nomade. Il ne l'est plus. Alors, un des facteurs de base que nous avons déjà abordé, c'est l'aversion de la perte. C'est-à-dire quitter un lieu, quitter la zone de confort, quitter un savoir, être confronté à du flou ou à de l'inconnu, que d'ailleurs souvent par une sorte d'outrance on va appeler mystère.
ce qui est assez compliqué. Euh, Tout cela dépend de cette fameuse aversion de la perte. Troisième point, une fois que nous sommes dans l'homéostasie, il y a l'infalsibilité de la théorie. Alors, je rappelle, nous l'avons déjà abordé, Popper, qui définit quatre critères essentiels pour la scientificité, universalité, nécessité, reproductibilité et falsiabilité. Et bizarrement, si vous regardez sur Internet les critères de scientificité, ce dernier critère, il est souvent oublié. Pourquoi? Parce que notre psychisme euh, n'a pas envie, voire redoute cette idée qu'il y a un au-delà, qu'il y a un Far West épistémique, si j'ose dire, et préfère se concentrer vers une théorie bien ferme, Bébaïon, comme dirait la Bible d'ailleurs. C'est-à-dire un sol où on peut marcher. C'est la définition du ciel dans la Genèse. Hein. Deuxième point, puisque nous risquons d'être bloqués dans cette fameuse homéostasie, eh bien, nous ne voyons le monde qu'à travers une pareidolie. Ça a déjà été abordé naguère et jadis. C'est l'inversion de Thomas. Ça n'est pas je crois ce que je vois, mais en fait je vois ce que je crois. Vous voyez une des conférences précédentes, c'est assez clair. Donc vous avez les biais épistémologiques classiques qui sont largement débattus par les éthiciens, on trouve ça partout. Mais vous avez aussi, et c'est moins courant, les défenses du moi. Le moi, peut-être par manque d'identification ou absence d'étayage dans un self qui ne soit pas un faux self, euh, va avoir tendance à faire du cherry picking, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire à trier dans le réel ce qui l'arrange au point d'oublier tout le reste, d'oublier ou d'en faire le déni ou d'en faire la scotomisation, dans le pire des cas. Et enfin, troisième paragraphe, si j'ose dire, la défense incestueuse. Le groupe se définit par une défense maniaque et, on l'a déjà vu, si cette défense maniaque n'est pas en dialectique avec les trois autres positions classiques, eh bien elle prend le dessus et c'est créateur de communautés fermées. Alors c'est pas seulement un PPDIC qui relie les gens, c'est aussi un PPDIC qui exclut ceux et celles qui ne sont pas dans le groupe. Donc c'est une défense incestueuse du groupe. Eh bien, la mue, puisque c'est ça qui nous intéresse, la capacité de muer, d'accéder à une autre théorie, d'accéder à une autre pratique, d'accéder à une autre méthode, c'est bien ça qui est difficile. On pourrait trouver 1000 exemples dans l'histoire de la science sur des théoriciens, des savants qui ont du mal à appréhender la théorie N plus 1. Einstein a été quasi opaque à l'étape suivante des découvertes scientifiques. Dans le monde de la chirurgie, par exemple, les professionnels ont eu du mal pour la prothèse de hanche à adhérer à un nouveau système d'opération, certes fondé sur un lit beaucoup plus cher et compliqué, mais dont les effets thérapeutiques ne posent aucun problème. Et pourtant, il y a une résistance. Voilà. Donc, pour qu'il y ait mu, il faut qu'il y ait impérativement interpénétrabilité, porosité et mise en place de schèmes par incestueux. Voilà. C'est le cadre général. Donc nous allons repartir à la petite enfance, parce que c'est là où nous, me semble-t-il, les schémas, alors pas seulement les schémas psychoaffectifs ou psychosociaux, mais les schémas épistémologiques. Donc, pour faire bref, encore une fois, c'est assez caricatural ce que je vais dire ce soir. Euh, L'enfant, le nouveau-né, il est soumis à un maelstrom de stimulus, euh,
parce que ces organes n'évoluent pas de manière homogène, donc il y a des informations qui sont plus précises par des sens que par les autres, parce qu'il n'a pas le langage, et c'est le langage qui structure, on le sait depuis longtemps, c'est le langage qui structure la vision du monde, l'organisation des objets. Si vous n'êtes pas danseur ou judoka, ben, vous n'arrivez pas à lire et à décrypter un combat en judo ou une chorégraphie pour une troupe de danse. Si vous avez le vocabulaire, si vous avez la syntaxe, vous repérez. Donc repérer, ça veut dire que vous percevez et vous ne restez pas au niveau de la sensation. Voilà, c'est assez clair. Euh, et puis, troisième point, les signifiants du pathos ne sont pas déconcaténés de la sensation. C'est-à-dire que on a une sensation, la joie, l'horreur, la peur, l'angoisse, peu importe, mais ces signifiants restent collés à la sensation. Parce qu'on n'arrive pas à penser la sensation en termes de perception. Voilà. Vous avez donc, pour essayer de contrer ce maelstrom qui peut être extrêmement angoissant, quand les parents font défaut, quand les caregivers font défaut, vous avez des pathologies enfantines qui sont extrêmement repérables. Et pour contrer cette espèce de myriade d'informations, vous avez un discours que Bion a appelé le discours alpha. C'est un pieux mensonge qui organise et qui les angoisse de manière effective. C'est le premier discours unifiant exogène. Retenez bien le mot discours unifiant et le mot exogène. Je dis que c'est un pieux mensonge parce qu'il rend compte, via la pensée magique, il rend compte d'une efficacité du discours. Vous avez 2 ans ou 3 ans, vous tombez avec votre tricycle, et ben, si votre mère vient dire viens là mon chéri, il vous fait un bisou sur le genou, ça ira mieux. Magiquement, ça va mieux. C'est un leurre, parce que c'est une pensée magique qui est efficace, certes, mais si vous avez vraiment un problème à la rotule, le baiser ne va pas faire grand-chose. Donc, dans cette pensée magique, il faut à la fois de la foi, du stimulus freinage, c'est-à-dire qu'on focalise sur l'autre, l'altérité, la mère, le père, le caregiver, peu importe, et la tendresse dont elle fait preuve, ou il fait preuve, et puis on déconcatène, donc on sépare la sensation brute de fonderie, à savoir ouh j'ai mal, du scénario de la prise en charge. Donc le discours alpha, il est extrêmement efficace pour rendre compte d'une organisation du réel, même si l'organisation est un mensonge. La souris qui vient remplacer la dent de lait qui tombe par 2 euros, j'espère que vous n'allez pas éclater en sanglots, et elle n'existe pas. Elle n'existe que dans le langage. Voilà. Alors, ce discours alpha, une fois à l'adolescence, deuxième étape adolescence, il est censé être déniaisé. C'est-à-dire, il y a un premier hiatus entre le contrôle du pulsionnel et le pulsionnel brut de fonderie. Et ce mécanisme se perçoit, il peut être dit, il peut être parlé, il peut être scénarisé dans des sketchs, dans l'épisode de l'acquisition de la propreté. Vous avez un cours là-dessus sur le site, allez voir si vous avez un peu oublié. L'idée principale, c'est que cette étape, c'est le passage du clivage à l'ambivalence. Clivage on-off, ambivalence, c'est à la fois le plaisir de retenir et le plaisir de pousser. Et les conséquences vont se retrouver dans la sexualité, dans le plaisir, dans la relation à l'autre, etc., etc. La deuxième étape, c'est une libido reproductible. Vous avez, enfant, petit enfant, des désirs que vous ne contrôlez pas. C'est comme si c'était uniquement biologique. C'est pour ça qu'on parle de génitalité. Puis vous apercevez, c'est quasiment un renversement hegelien, vous apercevez d'un seul coup, vous pouvez agir
sur ce qui était brut de fonderie en pensant à des scènes, à des photographies, à des situations désirables. Et bien, il y a donc une déconcaténation entre le biologique, c'est-à-dire le génital, et le discours, c'est-à-dire le sexuel. Le sketch, si vous voulez. Voilà. Alors, oui, alors j'ai mis le Pampers qui devient des toilettes. Oui, je ne sais pas d'un goût exquis, mais tant pis. Vous avez donc une dissonance cognitive entre le discours entendu, donc le discours alpha entendu, et les perceptions. Perceptions rendues possibles par le langage. C'est-à-dire que le monde n'est pas exactement tel qu'on nous l'avait dit. On nous aurait donc menti. Eh bien oui. Autrement dit, vous avez un questionnement, ouais, et vous avez la perception d'un monde hors du discours alpha. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette perception, elle vous euh, montre un monde par incestueux, puisque le discours alpha étant la spécificité des parents d'enfants jeunes, quand vous découvrez la faillite, enfin la faille en tout cas, peut-être pas faillite du discours alpha, eh bien vous entrez dans l'altérité, donc un monde autre, un monde par incestueux. Voilà. En, il s'ensuit un déniaisage du discours alpha. Donc ça ne veut pas dire que vous désaimez les parents ou vous désaimez les caregivers, sauf que vous gardez une certaine tendresse, vous les chérissez, comme j'ai souvent dit, mais pour autant, leur discours apparaît comme un outil qu'ils ont utilisé à plus ou moins bon escient, peu importe, qui vous a structuré, qui vous a désangoissé, mais qu'il faut évidemment remplacer par votre discours, dont on verra que d'abord il est exogène, puis on finit par l'introjeter si on accepte la mue pour qu'il devienne endogène. Voilà le principe général, il est là. Donc ça passe par des transgressions, ce qu'on appelle couramment la crise d'adolescence, c'est-à-dire qu'à un seul coup, vous percevez qu'il y a une frontière entre le privé et le public, et d'où d'ailleurs certaines pathologies où les parents se flattent de n'avoir aucun secret pour les enfants et réciproquement. Alors, ça nous fait de belles anorexies bien structurées parce que il n'y a pas de transgression du tout. Et le monde de l'enfant ou de l'adolescent plutôt, il est contigu, il est même plus que contigu, il est coextensif avec le monde et le psychisme supputé des parents, enfin du caregiver. Ça, c'est une source de pathologie assez énorme. Vous passez donc à ce moment-là dans le cas le plus classique, hein, classique au sens de la courbe de Gauss, hein, par une série d'étapes de projection identificatoire successives. Ce qui fait que vous essayez, vous testez des altérités. Alors on peut avoir des périodes rock'n'roll, sérieuses, transgressives, grunge, enfin, etc. etc. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont dû peut-être avoir une crête dans les années 90 avec nos futurs sur le t-shirt, et maintenant vous avez un peu changé quand même. N'oubliez pas ce que vous fûtes, parce que c'est structurant. Ce fut structurant. Et puis, de fait, vous avez une mise en cause du phallus, qu'on appelle classiquement le meurtre du père, meurtre symbolique. Et oui, j'ai mis évidemment je suis ton père, parce que c'est une figure tout à fait intéressante d'une future victime symbolique. Sauf que dans le film, c'est pas symbolique. Bon, passons. Et enfin, troisième étape, l'adulte. L'adulte, il est censé avoir introjeté son propre discours, mais il a quand même besoin d'un discours unifiant endogène. Donc il va se forger un discours unifiant, c'est-à-dire une syntaxe, des séries causales, qui rendent compte plus ou moins, et c'est là où ça coince, plus ou moins du monde extérieur. Donc ce discours, il rend compte de la quasi-totalité des sensations et des perceptions. Mettons que ça pourrait être formalisé, vous percevez dans une situation une centaine de données. Ça veut dire que vous observez que vous n'êtes pas anesthésié par des drogues, des médicaments, etc. Eh bien, vous allez choisir, faire du cherry picking, comme je disais tout à l'heure,
les éléments qui entrent dans votre conception. Et vous allez avoir tendance, pour votre propre défense, pour votre défense du moi, à éliminer ce qui pourrait être des contradictions manifestes. Voilà. Donc, une fois adulte, vous pouvez accepter, si vous êtes passé par les étapes de manière fructueuse, vous pouvez accepter l'inopiné, le contradictoire, et accepter le non encore connu, que je vous conseille d'appeler non encore connu. Alors que si vous basculez du côté du discours unifiant pétrifiant, ça va devenir du mystère. Et qui dit mystère dit cause extraordinaire. Extraterrestre, Illuminati, complot franc-maçon, judéo-maçonnique, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Hein. Donc, si encore une fois vous êtes alerte psychiquement, alors pas seulement cognitivement, mais aussi psychiquement, vous acceptez le changement d'axiomatique. Quand Eh bien, quand la dissonance cognitive est trop forte. Et c'est là où votre vision du monde, elle est falsifiable. Nous avons, je ne suis pas tout jeune, mais il m'est arrivé de passer par une bonne petite dizaine de théories, y compris en psychologie clinique, mais aussi en histoire, mais aussi en mathématiques. Quand vous découvrez en maths les imaginaires, I2 égale moins 1, ben vous êtes obligé de changer d'axiomatique. Sinon, vous ne comprenez rien. Il y a des gens qui sont restés bloqués au vecteur, en relation de Chasles, parce que d'un seul coup, ils n'arrivaient pas à intégrer un monde mathématique autre que le monde euclidien de départ. Vous avez des musiciens qui n'arrivent pas à improviser, parce qu'improviser, c'est être dans une terra incognita, j'ai pas dit mystérieuse, hein, une terra incognita, et se lancer implique euh, se passer de la sécurité de la partition. Voilà. Si ça veut bien fonctionner, oui, oui, de la méthode des sciences. Alors, l'idée, c'est que si votre discours unifiant endogène, pour des tas de raisons, hein, pour des raisons d'insuffisance du moi, de moi déstructuré, de moi réifié, ce sont des choses que nous avons déjà bien parcourues, eh bien, vous pouvez être la proie, si j'ose dire, d'un discours unifiant exogène. Donc, vous avez un ordre extérieur, un ordre infalsifiable, et vous avez une idéologie paréidolique. Je vois ce que je crois. Alors, les religions, la science, parce elle peut être aussi un discours exogène unifiant. Euh, les lois sur l'évolution de l'espèce ont quand même bien changé depuis Lamarck, et pour autant, très souvent, on revient aux prémices parce que c'est plus simple. En particulier, il n'y a pas la dérive. La dérive, c'est ce qui est plus compliqué à comprendre dans les lois de l'évolution. Et comme j'ai indiqué tout à l'heure que ça se nouait à l'étape de la propreté, enfin l'acquisition de la propreté, étape qui peut être longue d'ailleurs, peu importe, eh bien, vous risquez de régresser à une vision du monde de type non pas ambivalente, mais on-off, c'est-à-dire irénique ou agonistique. Et si vous écoutez parler autour de vous, ou même ce que vous dites, vous allez voir on a tendance à avoir un discours outré, soit irénique, en gommant les difficultés, soit agonistique, en gommant les points de contact. C'est-à-dire qu'on met en avant les différences, pardon, pour en faire des différents, au lieu de s'appuyer sur les éléments communs. Eh bien, cette structure qui ne fonctionne que par clivage, elle a des conséquences extraordinaires. Et parce que vous imputez la déviance c'est-à-dire les personnes qui ont une perception autre et qui prennent en compte les éléments que votre théorie oblige à scotomiser, eh bien, on impute la déviance à un grand autre et vous avez une grille de lecture unique, holistique et intégriste. Je rappelle, c'est assez drôle, que catholique en grec signifie intégriste. Kata et holos.
Voilà. Euh, dans la version la plus archaïque, c'est-à-dire la moins civilisée, si j'ose dire, vous avez l'élimination du grand autre. Intégrisme, totalitarisme, complotisme et, dans le cas de la maladie mentale, enfin, des troubles mentaux, la psychose. Et dans la psychose, vous avez un monde fixe. Dans le totalitarisme, vous avez un monde pur. Dans l'intégrisme, vous avez un monde pur. Et ceux qui transgressent, les fornicateurs dans le Coran, eh bien, ils sont punis de 200 coups de fouet sur la place publique. Mais il y a des exemples dans toutes les religions, voire dans toutes les idéologies. C'est extrêmement intéressant comme logique. Ouais, j'ai mis les croisades et puis j'ai mis Daesh. Voilà. Mais il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas d'exclusive là-dessus. Alors, oui, carte et territoire, je vais expliquer. Vous avez donc une incapacité à accorder le discours unifiant et la réalité perçue. C'est ça l'homéostase. C'est-à-dire, je suis étayé, j'étaye mon self par des certitudes, j'élimine les éléments qui n'entrent pas dans ma grille de lecture. Le problème, c'est que si je persiste à voir, ou si on me montre des éléments nouveaux, que, que vais-je faire? Voilà. Eh bien, vous avez la dépression. On va dire que la dépression, si je caricature, c'est une faillite des projets idéaux qui n'étaient pas pensés comme symboliques, non comme expérimentaux, comme in vitro, mais comme programme impératif in vivo. Au sens propre, c'est de l'anorexie. C'est pas l'anorexie au sens de l'anorexie alimentaire, mais c'est une absence de désir. Donc le projet a été magnifié, a été structuré, mais non pas comme une partie d'arborescence expérimentale, in vitro, disais-je, mais comme un programme à appliquer. Voilà. Ensuite, vous avez deuxième solution, vous allez volontairement ou non, je ne sais pas, vous allez anesthésier vos perceptions. Et pour anesthésier, vous avez la drogue et vous avez la pharmacopée en général. C'est-à-dire que les filtres passe bas et passe haut qui sont censés moduler les neuromédiateurs, on peut le dire autrement, c'est une manière d'abrutir, au sens quasiment propre du terme, d'abrutir les perceptions. Mais vous avez aussi le recours itératif à des discours parfaits, parfaits au sens de perfectum latin, fait jusqu'au bout, achevé, comme dit Aristote. C'est-à-dire, vous avez les idéologies du bien-être, du développement personnel, et puis ça correspond à un retour des projections identificatrices adolescentes sur un mentor, sur un chef de parti, sur une idole, sur un sportif, etc., etc. Donc on se retrouve dans une situation adolescente, sauf qu'au lieu d'être identificatoire un temps, elle se chronicise. Et la chronicisation, vous le savez, eh bien, c'est une voie royale vers quelque chose qui se rapproche de plus en plus de la psychose. Voilà. Vous avez aussi, quatrième réponse possible, vous avez un ancrage, un enquistement même, à l'expression hyperbolique des mots. Il y a une confusion totale qui est en plus qui a contaminé le champ des médias. C'est une erreur qui est quasiment constante. Confusion entre émotion et signifiant les émotions. Même, vous allez dans une librairie et vous compulsez des ouvrages sur les émotions. Et ben, la différence émotion et signifiant les émotions, elle est totalement oubliée, omise, et vous regardez les chaînes d'information continue, ça ne fonctionne que par rapport aux émotions. Il n'y a jamais de critique du signifiant des émotions. La critique sociologique, critique culturelle, critique linguistique, critique sémiologique, ça n'existe pas. Et ça s'appelle le drama, j'ai mis les majuscules, et cliniquement, c'est la quérulence.
C'est-à-dire que l'ordre du discours remplace le réel et ses entropies. Et là, c'est plus un retour adolescent comme le paragraphe précédent, c'est le retour du stade infantile. C'est-à-dire que on se réfugie derrière un discours alpha, drama, quérulence, qui devient le seul filtre, le seul prisme pour percevoir le monde. Et comme la perception est trop compliquée, eh bien, on est dans le monde de la sensation. Alors, c'est utile pour des gens qui sont très jeunes, ou qui sont malades, ou qui sont Alzheimer, ou qui sont très très âgés, puisque là, le cortex n'arrive plus à déconcaténer sensation et perception, c'est-à-dire sensation et langage. Ils ont du mal à mettre des mots sur les sensations. Et là, en effet, le sensoriel devient extrêmement intéressant. Et enfin, dans le pire des cas, si j'ose dire, vous avez les troubles mentaux, la paranoïa, la schizophrénie. Donc le réel, il est totalement scotomisé. Il n'y a plus de réel. Il n'y a plus qu'une pathétique représentation du monde, parfaitement homéostatique. Plus rien ne bouge. Alors, plus d'entropie. Mais je vous rappelle que l'état de la matière sans entropie, c'est le diamant. C'est peut-être bien beau, mais c'est ce qu'il y a de plus mort, mine de rien. Et je vous ai mis l'expression de Korzybski, la carte et le territoire. Oui, c'est pas Welbeck, hein, hein, dans le traité de sémantique générale. Et j'avais, fut un temps, je pense que certains s'en souviennent, intitulé un séminaire La carte et le territoire, et puis un autre qui s'appelait Carte échelle 1. Donc le fantasme, c'était de formaliser le réel dans un protocole de plus en plus précis, de manière à ce que la carte soit à l'échelle 1. Eh bien non, la carte, ça n'est pas le territoire. La carte des émotions, c'est un langage qui, par les émotions, les organise, ça n'est pas l'émotion brute de fonderie. Voilà. Et on voit bien comment on peut articuler les choses. Donc voilà une carte autour de Chamonix, et voilà une photographie. Mais même la photo n'est pas le territoire. Ceci n'est pas une pipe. Enfin voilà, pour reprendre le tableau célèbre. Donc, en conclusion, alors tous ces éléments vont être repris, mais l'idée c'est que vous voyez bien le chemin qui va être approfondi. Hein. Toujours pareil, hein, parce que cette citation elle est extrêmement riche d'Héraclite, pardon, au anax ou tolmonteien esti tuan delphos, ou telegei, ou decryptei à la semainei, qu'on peut traduire par le prince dont l'oracle est celui de Delphes, ni ne dit ni ne cache, mais fait sens. Fait sens, c'est-à-dire que notre travail, c'est de décrypter pour nous, et de donner à autrui la langue qui permet de se déconcaténer de ces sensations, de les organiser autrement, de les amplifier, de jouer avec, hein, comme un musicien qui ornemente, si j'ose dire, une partition et qui ne reste pas comme ça à la jouer bêtement, immédiatement, et de permettre d'échanger ses visions du monde. C'est-à-dire d'accepter, comme je le disais en introduction, l'interpénétrabilité. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. Et, oui, toujours mes effets un peu de débile, l'idée c'est de penser et décrypter le multiple. Toon, legetai, polakos, l'être se dit de manière multiple. Donc, vous réfléchissez, vous m'envoyez des mails avec des questionnements, des critiques même combinatoires, et nous allons approfondir cela lors de la prochaine séance. Eh bien, sur ce, je vous salue, et puis amusez-vous bien.